Bon vendredi, de partout, vous nous suivez, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons encore dans ce rendez-vous hebdomadaire, voulais-je dire, nommé Politico. Il s'agit ici de l'analyse de l'actualité sans filtre, sans gants, comme on le dit toujours. Cette semaine, la province du Lualaba a été marquée par ce drame de Moulondo, une tragédie survenue au sein de cette carrière et qui a fait à ce que le Lualaba perd ses fils, une vingtaine, qui a été d'ailleurs enterré tout récemment. Pendant ce temps, l'octroi des zones d'exploitation artisanale reste au point mort, malgré les cris d'alerte lancés par les créateurs, les négociants, toutes ces personnes qui œuvrent dans ces secteurs artisanaux. Et le ministre national Louis Watoum, ministre national de Mines, a séjourné dans la province du Lualaba. Nous allons ensemble chercher à savoir c'était quoi la raison de sa visite au niveau de la province du Lualaba. Est-ce que c'était pour répondre aux pleurs de créateurs, de nos frères créateurs qui lancent depuis un temps de chercher à ce qu'on puisse leur octroyer des zones d'exploitation artisanale. Toute cette actualité, c'est tout à l'heure dans Politico que reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Sami Moulaji, qui est un technicien dans ces secteurs. Je suis vraiment heureuse de vous recevoir enfin sur ces plateaux. Le plaisir est partagé, madame. Comment se porte le secteur artisanal? Très mal. Très mal? Ouais. Mais on a l'impression que tout va bien. C'est l'impression, vous dites. Parce qu'on dit là, la province du Lualaba reste une province pilote. Ici, tout rayonne, l'argent circule. Alors que nous savons que la province vit grâce aux minéraux. Effectivement, les Congolais aiment trop des éloges. Ok. Province pilote, province capitale mondiale de cobalt. Tout ça, ce sont des mots. Mais voyez un peu la vie de la population. C'est ce qui nous intéresse plus. Tous ces mots-là, c'est du baliverne. En tout cas, alors avant d'entrer dans le vif de cette émission, je voudrais quand même souhaiter, je ne sais pas si je veux dire un joyeux anniversaire. La province du Lualaba, dépit le démembrement, c'était un certain 21 novembre 2015. Aujourd'hui, 21 novembre 2025, la province vient de totaliser 10 ans, jour pour jour. Quand on a reçu les commissaires spéciaux, il s'agissait de M. Richard Mouyej-Manguez-Mans, dans son temps comme commissaire spécial, Mme Masuka Saini, et la troisième personne, c'était M. Moudiata. Ces trois personnes restent dans l'histoire de cette province. Ils ont vu naître cette province. Nous les souhaitons également joyeux anniversaire. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que cette province a été appelée un jour province. Et aujourd'hui, 10 ans après, nous sommes fiers d'appartenir à cette province. Bonne fête à tout le Lualabé d'avoir au moins tenu pendant 10 ans, d'avoir concrétisé des projets qui ont fait à ce que le Lualaba aujourd'hui rayonne de partout. Monsieur Sami Moulaji, nous revenons à vous. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la carrière de Moulondo, puisque aujourd'hui, ça se dit partout? Merci, madame, pour la question. Je crois que tout le monde en parle. Tout le monde parle de ce drame survenu dans la carrière de Moulondo, qui reste vraiment un souvenir triste, un souvenir très triste dans nos mémoires. Okay. Et je crois que, espérons que cela ne se répétera plus. Ce qui s'est passé réellement, bon, c'était... il y a eu éboulement, pas éboulement comme tel, hein, il y a eu glissement de terre, okay, qui a fait que les jeunes gens, en voulant fuir, se sont retrouvés, ceux-là qui voulaient passer sur une petite passerelle dans cette carrière, s'étaient retrouvés dans un grand drain que les Chinois avaient creusé. Okay. Et il y avait aussi la présence des militaires qui auraient, je ne sais pas, tiré sur les creuseurs pour... Qui auraient tiré. Pourquoi tiré. Les conditionnels jusqu'à ce jour, nos frères ont été enterrés, il n'y a pas de précision là-dessus? Bon, il y a encore des enquêtes en cours. Okay. Il y a encore des enquêtes en cours. Il y a plusieurs versions par rapport à cette mort. Parce qu'il y a
Il y a même il y a eu quelques creuseurs qui ont reçu de balles. Ok. Ce qui prouve qu'il y avait la présence des militaires qui avait occasionné cette mort. Je crois que s'il y a eu cette mort, tout simplement, c'est parce que tout ça, c'est la conséquence des manques des espaces propres pour les artisanaux. Aujourd'hui, on parle des intrusions à gauche, évasion à droite, et tout ça, la population se recherche. La population est en train de se rechercher pour chercher le vécu quotidien. Je crois que pour la petite histoire, j'aimerais vous relater un peu pourquoi et comment l'artisanat minier avait commencé. Ok. C'était dans les années 90. Dans les années 90, vous savez, la province du Lualaba, où tous les grands Katanga vivaient grâce à la Gécamine. Okay. La Gécamine qui supportait presque 70% de l'économie nationale. Tout le monde dans la province du Lualaba, dans le grand Katanga, espérait sur la Gécamine. C'était la seule et l'unique société minière à l'époque. Il n'y avait pas de KCC, il n'y avait pas de Kamoa, il n'y avait pas de Tenke Funguru, mais il n'y avait que la Gécamine. Alors, lorsque la Gécamine est tombée en faillite, c'est là où les choses ont commencé. Lorsque la Gécamine est tombée en faillite, il y avait une crise à telle enseigne que vraiment la population, il y avait des morts qui s'en suivaient. Les gens ont mangé des épulchures de manioc, je ne sais pas, qu'on appelle les bissongolais. Okay. Je ne sais pas si vous étiez encore toute petite, je ne sais pas si... Les gens ont mangé des épulchures de manioc, les gens ont mangé les aliments avariés, la farine avariée qu'on donnait aux cochons, donc on appelait le vimba. Les gens ont mangé les racines de manioc, dont la sève était encore brute, la sève n'était pas élaborée. Donc c'est un souvenir amer. Très amer. Okay. Et ces racines de manioc, c'était plein de cyanure, un poison mortel. Quand les enfants mangeaient ça, et c'était des morts en cascade. Et les gens ont mangé des avocats crus. Oh. Les avocats crus, vous vous rendez compte? Et il suffisait de bouillir un peu, ça ramollissait, et puis voilà, on mangeait. Les gens ont mangé des papayes crues. Ils ont comme des choux, ils découpaient ça, il suffisait de bouillir avec un peu de sel, on mangeait comme la choux. Et cette situation, c'était pénible. Nous nous sommes dit non, cette histoire doit s'arrêter. Nous nous sommes dit, si nous laissons comme ça, nous devons nous prendre quand même en charge. Nous devons faire quelque chose. C'est à partir de cela que l'idée est venue de créer l'artisanat. Donc c'était pour subvenir aux besoins. Voilà, justement. Voilà. Okay. L'artisanat minier, lorsque nous l'avons créé, ce n'était pas par plaisir ni par complaisance. C'était par nécessité. Nécessité de sauver des vies humaines. Pas d'enterrer les vies humaines, comme on le voit aujourd'hui. Non, malheureusement. Nécessité pour sauver des vies humaines. Nécessité pour créer de l'emploi, parce que la Gécamine venait d'injecter 36 000 travailleurs au chômage. Okay. Nécessité pour chercher les vécus quotidiens. Donc, tout ça, ça nous avait poussé à créer cet emploi, à cette activité. Et lorsque nous avons créé cette activité, c'était pratiquement une révolution populaire. Révolution populaire, pourquoi? Parce que l'artisanat minier n'était pas encore reconnu dans les codes miniers. On ne reconnaissait pas l'artisanat minier. Mais nous avons créé ça comme une révolution parce que nous avons refusé de mourir. Alors l'État, voyant l'impact positif de cette activité, a agréé cette activité. C'est alors, en 1999, que finalement l'État nous a permis, avec l'arrêté signé par le ministre national de Mines, Kibasa Maliba, on nous a autorisé d'exploiter artisanalement. Mais l'État lui-même a mis la charrue devant le bœuf, c'est-à-dire l'État nous a autorisé de cette activité, mais sans pour autant définir les espaces où la population devait travailler. C'est à partir de ce moment-là, on se mettait à chercher à gauche, à droite. Nous nous sommes retrouvés un peu partout et voilà, c'est parti.
En tout cas, en écoutant cette histoire, Ouais. je pense à l'honorable Théo Mafo que nous allons enterrer 610, qui revenait toujours sur cette histoire, parmi les pionniers de ces secteurs artisanaux. Malheureusement, aujourd'hui, nous l'avions perdu. On espère que Dieu va accorder beaucoup de vies à vous, Monsieur Sami Moulaji, parce que vous faites partie des bibliothèques de l'histoire artisanale au Lualaba. Alors, je voudrais un peu savoir, partant de tout ce que vous venez d'évoquer ici, revenons sur les drames de Moulondo. Y avait-il un encadrement des autorités ou la carrière fonctionnait en totale anarchie pour qu'on arrive à cet événement malheureux? Je vous ai dit, madame, que la population s'était mise à chercher des endroits pour travailler. C'est ainsi que beaucoup de coopératives, beaucoup des exploitants artisanaux se sont retrouvés de fait sur des concessions qui appartiennent soit à X sociétés, ainsi de suite. La carrière de Moulondo, c'est une carrière de Chemaf. C'est un PE 2116, si je ne me trompe pas, qui appartient à Chemaf. Et il paraîtrait que Chemaf venait de céder ça à une société qu'on appelle, je ne sais pas, Pageclem SRL, il y a à peine 4 mois. Okay. Que la société Chemaf venait de céder ça. Et c'est dans ses droits, en tant que propriétaire? Oui, c'est dans ses droits. Okay. Mais les créateurs étaient déjà là avant. Les créateurs étaient déjà là avant, de fait. Mais le problème, nous attribuons la responsabilité à tout le monde. À l'État qui doit encadrer, l'État qui doit créer de l'emploi. Je ne sais pas combien il en a créé, je ne sais pas. Mais comment les créateurs, comment justifiez-vous la présence des créateurs dans une carrière privée? Vous venez de l'affirmer ici qu'il s'agit d'une carrière de Chemaf. Alors, comment, par quelle magie les créateurs se sont retrouvés, d'ailleurs très nombreux, on nous a parlé d'un effectif de plus de 25 000 créateurs dans une carrière privée. Et cela sur l'œil de l'État congolais, parce que ce n'est pas occasionnellement que ces créateurs se sont retrouvés là. Les créateurs, apparemment, ils travaillent là-bas chaque jour. Comment ils se retrouvent là-bas? C'est une carrière où un site, une concession appartenant à Chemaf. Mais Chemaf n'a jamais travaillé là-bas. Okay. Chemaf, ce sont des réserves. Chemaf en a, je ne sais pas, plusieurs, je ne sais pas ici, la 1000 carrés miniers, je ne sais pas. Ça, ce sont des réserves de Chemaf. Alors, la population, avec la famine, s'est retrouvée, la population s'est retrouvée de fait sur cette concession. C'était à la recherche du vécu quotidien que les creuseurs se sont retrouvés là-bas. Donc, ce n'était pas avec la permission de Chemaf, parce que normalement, on ne peut pas se retrouver sur une concession d'autrui sans au préalable avoir l'autorisation. Encore une fois, en clandestinité. Tout à fait. Et pourquoi tout ça? C'est parce que quelque part, les EA, longtemps attendus, ne sont toujours pas là. Déjà, le Lualaba détient combien de EA? Puisque vous êtes un technicien dans ce domaine, vous maîtrisez l'histoire de ces secteurs. Je pense que vous êtes informé. À ce jour, la province du Lualaba compte combien de EA? J'ai reçu plusieurs personnes sur mon plateau. Il y a ceux-là qui me parlent d'une quarantaine. Monsieur Théo Mafo m'avait parlé d'une quarantaine de EA. Le ministre, lors de son passage, j'ai entendu une histoire d'une soixantaine de ZEA à ce jour, parce que nous devons fixer la population du Lualaba. La province détient combien de ZEA? Il peut y avoir beaucoup de ZEA. Ah, donc même vous ne savez pas les nombres exacts? Non, c'est-à-dire les nombres, il y a les services techniques du ministère de Mines qui savent le nombre exact. Donc vous ne maîtrisez pas les nombres exacts, monsieur Sami? Nous ne maîtrisons pas les nombres exacts parce qu'il se passe des choses. C'est quoi ces choses qui se passent? Nous voulons le découvrir. C'est quoi ces choses? Il y a ceci. Si vous entendez le service technique SAIMAP, le service du ministère de Mines, il vous dira que dans notre répertoire, nous avons une centaine de ZEA. Okay. Évidemment, parmi les centaines de ZEA, il y a des carrières où on exploite du sable. Ça peut être une ZEA. Là, on exploite le moellon. Oui, là où, bon, mais pour le minerai, il y en a beaucoup institués
mais qui ne sont pas viabilisés. Pourquoi? Ça, c'est l'État. Parce qu'une ZEA, c'est une propriété de l'État. C'est l'État qui doit instituer une ZEA et puis doit viabiliser. Selon le code minier, le creuseur ou l'exploitant minier artisanal doit travailler à ciel ouvert, selon le code minier. Selon le code minier. Oui. Et pratiquement, vous travaillez comment? Nous travaillons vraiment d'une manière... C'est mi-industriel. Pas même... Bon, disons que nous les creuseurs, ils travaillent d'une manière archaïque, c'est-à-dire avec bêche, pioche, barre de mine, marteau, ainsi de suite, dans les galeries, sous terre, dans des galeries. Alors que le code minier interdit cette pratique. Mais pour arriver à faire une découverture, ça demande les moyens. Okay. Et qui doit nous accorder ces moyens? C'est le gouvernement qui, malheureusement, dit toujours qu'il n'a pas d'argent. Alors que il y a beaucoup d'argent. Il y a les fonds mines. Il y a beaucoup d'argent. Oui, vous les avez vus? Beaucoup d'argent. Vous les avez vus où, M. Samy? Écoutez, il y a beaucoup d'argent au pays. Nous avons été dans des séminaires où ITIE nous dit, nous avons posé la question, pourquoi le gouvernement dit toujours qu'il n'y a pas d'argent pour viabiliser des aides à tout ça, pendant qu'il y a des fonds, par exemple les fonds mines, où il y a des millions de dollars américains pour des générations futures. Okay. Pourquoi est-ce qu'on doit garder des millions de dollars pour des générations futures pendant que la population actuellement est en train de mourir? Ça n'a pas de sens. Il y a des fonds comme le FPPM. Okay. FPPM, c'est les fonds pour la promotion de l'artisanat. Mais où va cet argent? Nous ne savons pas. C'est tout simplement l'État qui ne veut peut-être pas viabiliser les espaces. Voilà pourquoi la conséquence, ce sont des accidents qui s'ensuivent. Donc, vous pensez que la responsabilité revient à l'État? Si aujourd'hui on enterre les creuseurs. La responsabilité majeure revient à l'État pour n'avoir pas créé des espaces propres aux artisans. Et c'est quoi votre responsabilité? Parce que vous êtes aussi acteur dans ces secteurs. Nous sommes encadreurs. D'abord, pour votre information, que dit le code minier? Une coopérative est identifiée par rapport à une ZEA. Par rapport à une ZEA. Si par exemple, il y a coopérative X sur une ZEA Y, donc cette coopérative doit identifier les exploitants, okay, doit leur donner, les recenser, les connaître, tout ça, les encadrer, les protéger. Mais maintenant, la manière dont l'exploitation se fait, c'est vraiment difficile de pouvoir encadrer comme il faut. Donc, vous pensez que ce que nous avons vécu durant cette semaine, c'était vraiment une semaine très malheureuse pour les habitants de la province du Lualaba. Nous avons été frappés par ce drame. Nous avons vu des pères de famille laisser leur vie, laisser leur famille, parce qu'ils ont été à la quête du pain quotidien. Mais vous pensez que c'est une conséquence directe du non-octroi des ZEA? Tout à fait. Tout à fait. Tout ça, ce sont des... Aujourd'hui, nous déplorons cette situation, ce drame qui est arrivé à Molondo. Et depuis toujours, il y a des sociétés qui se plaignent, comme KCC se plaignent de l'envahissement de creuseurs sur ces concessions. Et à droite, à gauche, les sociétés se plaignent. Pourquoi? Parce que la population cherche. Il y en a qui vont chercher quelque chose dans des remblais et tout ça. Mais si l'État pouvait identifier, plutôt instituer les ZEA, les viabiliser et placer les creuseurs là-bas, personne n'ira à Mais c'est quand même une plainte qui date de très longtemps. Très longtemps. L'octroi des ZEA, c'est devenu finalement comme une chanson. Ça fait 20
26 ans, jour pour jour, que nous demandons les EA. 26 ans. 26 ans. C'est un grand monsieur. Cette société, oui, cette société, Pageclem, si c'est Pageclem SARL, ça fait 4 mois qu'il est venu de je ne sais où, il a trouvé la société. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas négocier avec les sociétés qui ont plusieurs carrés Et selon vous, pourquoi le gouvernement ne les fait pas? Pardon? Pourquoi le gouvernement ne les fait pas, selon vous? Point d'interrogation. À qui profite Normalement, bon, je ne sais pas. Cette situation, à qui profite cette situation? Derrière tout ça. Puisque si on est conscient d'un côté, la gouverneure l'avait dit une fois lorsqu'elle était en face des créateurs, qui elle-même d'ailleurs appelle les travailleurs. Ouais. Une fois, elle a affirmé que cette catégorie ou cette couche de la population contribue énormément au budget de la province. Tout à fait. Si on est conscient que cette catégorie, cette couche de population contribue à taille lorsqu'on doit mobiliser les recettes, pourquoi ne pas mettre dans un confort ces personnes qui sont quand même d'une contribution énorme dans le budget de la province? Qui doit les mettre dans ce confort-là? C'est l'État. Parce que les EA, contrairement aux espaces attribués aux industriels, les EA sont des propriétés de l'État. C'est une propriété de l'État. C'est l'État qui doit les viabiliser et pour placer les créateurs là-bas. Que dit la loi? La loi dit, notre constitution, c'est l'État qui doit créer de l'emploi. C'est l'État qui doit sécuriser sa population. Mais malheureusement, ce que nous voyons là, l'État est quelque peu distrait. L'État est distrait. Oui. Mais ça c'est fort, monsieur Samy. Laissez-moi vous dire, le code minier, ou plutôt cette même constitution, article 58, je crois, si je ne m'abuse pas. Que dit cet article? Cet article dit ceci. Le sol et les sous-sols appartiennent à l'État, donc à la population, aux Congolais. N'est-ce pas? Tout Congolais peut jouir des richesses du sol et du sous-sol. Et l'État congolais a le devoir. Le devoir. Le devoir de la redistribution équitable. Des On doit redistribuer à qui? C'est aux Congolais. Donc vous pensez que la province du Lualaba est victime d'une forme d'injustice? Si on peut dire ainsi. Je crois que quelque part, si l'État congolais pouvait exploiter les textes et les mettre en... Parce que ce que je peux dire, c'est non-application de textes. Tout simplement. Les codes miniers, et vraiment nous avons un bon code minier, le règlement minier, mais tout simplement il y a l'applicabilité de ces textes là-bas qui n'est pas respecté. C'est ça le mal. Aujourd'hui, au lieu que les Congolais jouissent des richesses du sous-sol, mais ce sont les Chinois, ce sont les Indiens, ce sont les Libanais qui se sont appropriés de nos richesses. Et c'est l'État qui donne à ces personnes. Mais bien sûr, Donc, en d'autres termes, l'État a abandonné délibérément la population congolaise ou les créateurs. C'est le cas de le dire, madame. Alors, selon vous, quels sont les pesanteurs qui font à ce que ces jours, malgré toutes ces plaintes, malgré toutes les démarches que vous aviez initiées pour avoir gain des causes, ou arriver finalement à avoir des EA pour nos frères créateurs n'aboutissent pas? C'est quoi les pesanteurs? Est-ce que c'est une faiblesse de la part de la province du Lualaba? Parce qu'aujourd'hui, cette province, elle est citée partout. Et entre-temps, il y a toujours des pleurs. Lorsque je reçois chaque fois un créateur sur mon plateau ou un négociant, il y a toujours ces pleurs-là. Que faire pour que finalement, que ces larmes soient essuyées? Moi, je crois que l'État doit prendre ses responsabilités en main. Parce que nous nous sommes pleins. Moi, personnellement, je vous dis que ça fait 26 ans, jour pour jour, que nous réclamons ces EA. Mais il y a des gens qui viennent de Kinshasa. Un mois après, il a un carré minier. Les autres qui viennent... Ah bon? Donc, Lualaba est pris en otage par Kinshasa? Si on peut dire ainsi, madame. Ah bon? Oui. Pourquoi est-ce que les gens qui viennent, à peine arrivés, il a l'espace pour travailler? Mais nous crions haut et fort. Peut-être que vous n'avez pas de moyens.
Parce que pour Quel trouver, moyen? pour trouver aussi une zone d'exploitation ou un carré minier, ça demande de fonds, M. Samy. Non. Les carrés miniers, les EIA, on ne les achète pas. Les EIA, c'est l'État qui donne. C'est une propriété de l'État. C'est différent des concessions minières. Donc vous pensez que l'État préfère vendre qui est donné à sa Voilà, population? c'est exact. C'est exact. Donc les gens du cadastre minier sont hostiles, hein, ils sont à l'égard de l'artisanat. Ils préfèrent les sociétés minières qui viennent parce que là, ils donnent des millions. Justement, puisque vous évoquez les cadastres miniers, on est exactement dans son secteur. De quoi reprochez-vous cette structure de l'État dans cette quête, bien sûr? Nous reprochons le cadastre minier parce que c'est le cadastre minier qui gère tous les minéraux de la RDC. Okay. Laissez-moi vous dire que l'année passée, le président de la République lui-même, devant le DG de cadastre minier, ici... Un plaidoyer était lancé, je me rappelle. Voilà. C'est M. Petit, apparemment. Voilà. Le président de la République avait dit au DG de cadastre minier de disponibiliser les espaces pour l'artisanat. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Est-ce qu'il y a manque de ZEA? Et pourquoi vous n'êtes pas parti à la présidence pour rappeler que, chef de l'État, l'instruction que vous avez donnée jusqu'à ce jour, elle n'est pas appliquée? Nous sommes allés à Kinshasa. Okay. Nous avons même été reçus par le ministre national de Mines. Bon, je ne sais pas, quelque part, c'est la mauvaise foi tout simplement de nos dirigeants. De nos dirigeants. La mauvaise foi. Au niveau provincial ou au niveau national? À tous les niveaux. En tout cas. Comment voulez-vous que le président de la République donne un ordre, mais on ne l'exécute pas? Ou c'était un ordre politique alors? On peut conclure ainsi. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas politicien. J'ai horreur même de la politique, moi. Je ne sais pas. Hein. Puisque vous dites que ce qui s'est passé, c'est un peu politique, donc il faut se lancer dedans pour trouver gain de cause. Au grand mot, de grands remèdes. Nous ne pouvons pas tous faire la politique, malheureusement. Nous sommes apolitiques. Nous sommes là pour servir, pour appuyer ceux-là qui font la politique. Okay. Voilà. Kinshasa, le président de la République avait également dit au ministre national de Mines de diligenter, n'est-ce pas, une équipe au Lualaba pour identifier les espaces occupés par les artisanaux pour arriver à la qualification et, je ne sais pas, pour que la procédure qu'on arrive à les instituer en ZEA. Mais jusque-là, rien n'est... Est-ce que les coopératives minières aussi, parce qu'on doit se le dire, à un moment jouent-elles leur rôle, qui est celui d'aller à la quête des saisons d'exploitation artisanale? Ça ne suffit pas d'encadrer le creuseur. Il faut penser à l'avenir de creuseurs. Et ces creuseurs, nous savons qu'ils sont dans des structures bien identifiées, qui sont les coopératives minières. Est-ce que ces coopératives sont-elles devenues un business entre les mains de certains politiciens? Non, ce n'est pas ça. Au contraire, c'est plutôt cette activité qui est politisée. Okay. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec tout le monde dedans. Les autorités politico-militaires. Oh, même les militaires? Tout le monde est dedans. Les militaires font maintenant les mines là-bas? Ah oui. Donc, c'est ce qui fait, je suis vraiment désolé hein, de le dire, mais c'est ce qui fait que les militaires qui amènent tout un bataillon qui prend de force un carré minier, commence à travailler, même certaines autorités n'arrivent pas à le reprocher. Bon. Parce que sous couvert de Kinshasa. Alors, heureusement, vous comprendrez d'ailleurs que cette émission d'aujourd'hui, elle est essentiellement mine, parce que nous disons province minière. Nous disons le Lualaba, elle a comme activité principale les mines. Alors nous avons voulu consacrer Politico de ce vendredi dans ces secteurs miniers parce que c'est un secteur qui nourrit beaucoup de femmes ici au niveau de la province du Lualaba et qui fait à ce que la province soit connue parce qu'il y a cette exploitation minière. Heureusement pour nous, le ministre Louis Watoum, ministre national de Mines, a séjourné au Lualaba. D'ailleurs, ça fait la une de l'actualité également parce que lors de l'atterrissage, voilà, j'y arrive, l'avion a pris feu. Vous l'aviez suivi sur les réseaux sociaux. Mais, Monsieur Samy,
c'était quoi la raison de la présence du ministre national de Mines en province cette semaine? Le ministre est venu d'abord spécialement pour ce drame. Drame de Moulondo. Le drame de Moulondo. Mais ce n'est pas quand même le premier drame. Non, mais celui-là, en tout cas, se fait entendre partout à travers le monde. Pourquoi? L'effectif déjà des décès, c'était combien? Bon, c'était donc autour de 37, je crois. C'est quand même beaucoup. Nous avons vraiment, nous déplorons cette perte en vies humaines. Okay. Le ministre est venu se rendre compte et connaître un peu c'est quoi qui a causé cette mort. Et en dehors de ça, il est venu aussi pour nous annoncer la bonne nouvelle tant attendue. Il a dit qu'il était en train de signer de ZEA. Il en a déjà signé un bon nombre. Et lui-même a dit au total, il y a 64 ZEA qu'il disponibilise pour le Lualaba. Et il en a déjà signé. Viable ou toujours dans les mêmes histoires où vous vous retrouvez chaque jour? C'est ça la question, Est-ce que ce sont des arrêtés? J'ai fait une émission récemment. Ouais. On m'a parlé que les ZEA que nous comptons, ce sont les arrêtés des autorités. Mais sur le terrain, c'est difficile de le vérifier. Est-ce que nous allons revenir dans la même chose ou cette fois-ci, ça sera concret? Je vous ai dit tout à l'heure qu'en dehors des 64 ZEA ici que le ministre est en train de signer des arrêtés, il y en avait déjà une bonne centaine, mais qui n'étaient pas viables. Donc on aura un total de 160 quelques ZEA. En principe. Théoriquement ou pratiquement parlant? C'est théoriquement parlant. En principe, et vous êtes quand même heureux. Ça vous soulage un peu. Nous faisons semblant d'être heureux. Laissez-moi vous dire que Ok. Pour instituer une ZEA, on doit au préalable faire des études. Ça a été fait? Aucune étude n'a été faite. On doit faire des études, c'est-à-dire quelle étude? On doit se rassurer que l'espace est vraiment minéralisé. Okay. On doit faire des sondages, tout ça, pour voir, pour quantifier le minerai, voir si l'espace convient pour l'exploitation industrielle ou artisanale. Rien de tout cela n'a été fait. Alors pourquoi vous êtes heureux s'il n'y a pas eu des études au préalable menées? Non, ces écoutez, ZEA, vous les aurez par quelle magie? Vous vous laissez manipuler de cette façon? Écoutez, nous, le ministre a dit qu'il était en train de signer des ZEA. Et puis nous avons fait une commission. Nous allons nous-mêmes, nous serons dans cette commission de la redistribution de ces ZEA. Et puis, d'abord, nous voulons d'abord palper ces ZEA non viables. Viables ou non viables, nous voulons d'abord les avoir. Ça, c'est un. Des deux, si l'État n'est toujours pas prêt pour viabiliser, nous allons chercher des partenaires, nous-mêmes, les coopératives. Là, vous allez jouer le rôle de l'État. Que faire? On n'aide pas l'État, M. Samy. Si l'État ne le fait pas... On ne peut pas aider l'État. Il est vrai qu'on ne peut pas l'aider, mais c'est un des moyens... Est-ce que vous n'allez pas entrer dans vous n'allez pas tomber dans une violation? Non, pas du tout. C'est-à-dire, si l'État ne fait pas ce qu'il devait en principe faire, et allons-nous croiser les bras? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des espaces, mais ils signent des contrats avec des partenaires qui viennent avec des engins. Mais le gros bénéfice revient à ceux-là qui viennent avec des engins. Et les artisanaux ont toujours des miettes. Nous sommes victimes toujours. Pourquoi? Parce que l'État ne s'implique pas. Voilà. C'est un peu ça. Donc, ce sont des garde-fous que vous avez décidé de mettre sur pied. Oui, hier, nous avons constitué cette commission. Sur demande du ministre? Sur demande du ministre. Sur demande du ministre. D'ailleurs, cette commission ira à Kinshasa. Nous avons constitué cette commission au bureau de SAEMAP hier. Et cette commission, des responsables de coopératives, quelques responsables... il faudra aussi que ces gens qui font partie de la commission soient également honnêtes. Nous, ce n'est pas nous qui allons distribuer. Nous, c'est pour voir comment les... Mais on peut vous empêcher de voir avec quelques billets. Non, mais nous sommes là. Nous allons crier, nous allons dénoncer tout des magouilles. Hein. Parce qu'il suffit qu'on vous dise non, faites semblant ici. Ça ne se fera pas.
Moi, écoutez, l'année prochaine, moi, j'aurai mes 75 ans. Je suis en train de partir en retraite. J'arrête. Mais vais-je continuer à plaider pour avoir des EA? Non, je préfère, avant d'aller à ma retraite, que au moins la chose pour laquelle je me suis battu à trouver solution, à trouver gain de cause, je m'en réjouirai. En tout cas, nous espérons que cela va se faire cette fois-ci, parce que des démarches, vous le faites toujours. Et à un moment, il y a un silence radio. On espère que pour cette fois-ci, ça sera quand même une bonne nouvelle pour nos frères qui sont dans ces secteurs. Mais aujourd'hui, le Lualaba, il est cité partout, il est convoité partout. Nous recevons chaque fois des délégations au niveau de la province, parce qu'on se dit, là-bas, il y a le minerai, là-bas, l'argent est facile à trouver. Mais qu'en est-il de l'après-mine? Est-ce que ça vous arrive, vous techniciens, de penser que deviendra le Lualaba après tout ce que nous vivons aujourd'hui? Parce que les mines s'épuisent, à moins que j'aie tort. Les mines s'épuisent effectivement. L'après-mine, on y pense tous les jours. Parce qu'il y a ceux-là qui nous disent, si ça ne va pas dans les mines, pourquoi ne pas aller faire les champs? Aller faire les champs, c'est une vocation. Mais nous notre vocation, ce sont les mines. Et bien sûr, les mines s'épuisent. Mais nous devons quand même faire un effort, avoir les moyens pour pouvoir investir. Il y a beaucoup de domaines, dans lesquels on peut investir. Vous savez, c'est vraiment triste de voir que les minerais sont en train de s'épuiser. Mais l'État est en train de regarder et incapable de réagir. Laissez-moi vous dire, lorsque l'Union minière travaillait encore, l'Union minière avait fait presque un demi-siècle, plus ou moins 56 ans, n'avait produit que 6 millions de tonnes de cuivre. Mais aujourd'hui, pour 56 ans d'années. Dans 56 ans d'années, l'Union minière du Haut-Katanga n'avait produit que 6 millions de tonnes. Mais aujourd'hui, avec cette prolifération de toutes les sociétés extractives, c'est chaque année on produit 3 millions de tonnes. Chaque année. Par an. Par an. Et puis avec... Donc pour 56 années, 6 millions. Oui. Mais maintenant là... Pour donc une année... Prenez 3 millions fois 56. C'est le rythme que nous nous retrouvons aujourd'hui. Avec objectif... Donc le Lualaba court un danger, un grand d'ailleurs. Très danger. Oui. Avec objectif d'atteindre 12 millions de tonnes par an en 2040, selon la demande de minerais. Voyez-vous un peu, dans ce rythme-là, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous rester d'ici 2050, d'ici 2060. Nous ne savons pas si ce ne sont que des trous béants qu'on va nous laisser. Les mines sont en train de s'épuiser. Mais ça, c'est écœurant. Très écœurant. Et qui bénéficie? Ce sont des sociétés industrielles. Ils sont venus. Et puis le mal, c'est quoi? Notre constitution, notre code minier n'a pas mis de garde-fous. Faudra-t-il le réviser encore? Il faut réviser. Encore une fois, réviser. Si déjà ce qu'on a eu à faire jusque-là, on a du mal à l'appliquer, vous pensez qu'on va revisiter encore une fois ces codes miniers? Nous allons finir par pratiquer ce qu'on va ajouter? J'espère bien, parce que lorsque on devait mettre sur pied le code minier, le gouvernement avait dit aux législateurs de faire de manière à ce qu'on puisse qu'il y ait des investisseurs. Maintenant, ils n'ont pas pu mettre des garde-fous. Les investisseurs sont venus, non pas avec l'argent de leur poche, ils sont venus avec l'argent de leur gouvernement. Ils ont acheté des concessions comme si c'était des petits pains. Tenke Funguru en a acheté 1600 carrés miniers. Un carré minier, ça fait au moins plus ou moins 80 hectares. Fois 1600, ça fait combien de kilomètres carrés? Et des sociétés ont acheté. Maintenant, la population, jusque-là, ne se retrouve nulle part. Et d'ici, je ne sais pas, 2050, je ne sais pas. Parce que donc les mines du Lualaba sont vraiment croquées. Jusque-là, ce ne sont que des réserves des sociétés, des réserves pour les sociétés industrielles. Je crois que... Et puis, l'État est distrait. Pourquoi l'État est distrait?
Aujourd'hui, moi, j'avais reproché au ministre, pas reproché, hein, j'avais fait des remarques au ministre actuel, ministre de Mines. Je lui avais Nico Amana. Non, le ministre national. National. Oui. Louis Watoum. Watoum. Je lui avais dit, Excellence, Monsieur le ministre, nous savons que vous avez toujours été... D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a œuvré longtemps dans ces secteurs. Dans ces secteurs, il était, je ne sais pas, président de la Chambre de mines. Il a travaillé beaucoup avec les industriels. Il est beaucoup plus pour les industriels que pour les artisanaux. Mais nous lui avons dit, nous savons que vous êtes hostile à l'endroit des artisanaux. Il dit, bon, ça, c'est mon opinion. Mais moi, en tant que ministre, je dois veiller à ce que la loi soit appliquée. Je dois protéger et l'artisanat et même si ça demande un peu d'effort pour convertir sa façon de voir. C'est un politicien. Il est devenu politicien. Bon. Ça veut dire quoi quand vous dites c'est un politicien? Bon, vous savez, on prend avec pincette son discours. Voilà. Et je vous dis qu'aujourd'hui, il avait dit on ne sait pas développer un pays avec l'artisanat. C'est ça son langage de tout le temps. Moi, je lui ai dit... Donc, on ne peut pas espérer grand-chose. Je lui ai dit, Excellence, aujourd'hui, là, ce n'est ni l'artisanat minier, ni l'industrie qui doit développer ce pays. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, la RDC applique la politique de vente, donc de l'économie de matières premières. On ne fait que vendre la matière première. Il n'y a pas de réserve. Donc une économie tournée vers l'extérieur. Voilà. On ne fait que vendre la matière première. Les industriels ont hypothéqué leur PE et ils ont eu des milliards. Il y en a qui ont eu 30 milliards, 40 milliards, 50 milliards, remboursables dans 30 ans, dans 40 ans. Les tracts que vous voyez avec le minerai, ils sont en train de rembourser les crédits qu'ils ont pris auprès de la Banque mondiale. Mais la meilleure des choses, c'est transformer. On doit arriver à transformer nos minerais ici. Quels sont les secteurs où on peut... Dans beaucoup de secteurs, on doit garantir la primine. L'État congolais doit inviter les investisseurs pour venir monter des usines de transformation. Il y a par exemple aujourd'hui, il y a ceux-là qui fabriquent les voitures électriques. Nous avons tout ce qu'il faut. Toute la matière première, on vient le poser ici. Les batteries et tout et tout. Mais vous savez, une voiture en Europe, une petite voiture coûte autour de 33 000 euros. 33 000 euros, une petite voiture. Mais la matière première pour constituer cette voiture, c'est 3 000 $. Mais les 30 000... Sommes-nous ignorants jusqu'à ce point? Les 30 000 va dans la poche de la technologie. Les batteries, les batteries, les coltans et tout ça qu'on fabrique, les appareils de communication, tout ça. 1 kilo de coltan ne coûte pas plus que 20 $. Mais il y a des appareils iPhone qui coûtent au-delà de 1 500 $. Mais c'est révoltant, c'est que vous êtes en train d'affirmer. Même dans le domaine agricole, il y a des Africains qui vendent le cacao. 1 kilo de cacao, c'est 8 $. Mais 1 kilo de chocolat, c'est 86 €. Okay. Donc, le gros va dans la poche de la technologie, de la transformation. Donc, nous devons penser à la technologie. Notre avenir demeure dans la transformation. Si on doit toujours... Les Blancs sont très intelligents. Ils ne veulent pas que le Congo se développe parce que si nous nous développons aujourd'hui, eux n'auront pas la matière première. Voilà pourquoi ils prennent toute la matière première. Et nous attendons la clémence de ces Blancs. Les jours que tout va s'épuiser, nous irons maintenant chercher la matière première chez eux qui va nous coûter 10 fois plus. Et techniquement parlant, il nous reste combien de temps pour que nos mines... C'est vrai, on ne peut pas faire des calculs exacts. S'il faut estimer, il nous reste combien de temps pour que nous puissions faire face à cet épuisement de minerais? En tout cas, ça, je ne saurais pas répondre à cette question. Hein. Même les techniciens les plus avertis ont difficile à déterminer. Mais sur le terrain, est-ce qu'il y a-t-il des signaux qui alertent par rapport à cet épuisement de minerais? D'abord, signalons que le gros de nos minerais est déjà vendu. Le gros est dans les mains des industriels.
Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de rembourser les crédits qu'ils ont pris à la Banque mondiale. Oh. La population n'a pratiquement pas grand-chose. La population n'a rien. Donc, nous espérer dans l'avenir de ce pays est hypothétique, madame. Y a-t-il une politique qui réfléchit dans le sens, au niveau du pays bien sûr, dans le sens de l'après-mine? On y réfléchit. Ou la protection des intérêts des générations futures. Est-ce que nos autorités actuelles ont cette conscience de penser aux générations futures à travers une politique mise sur pied pour essayer de mettre de garde-fous quand même? Je crois que le gouvernement peut-être est en train de réfléchir dans le sens de développer d'autres secteurs en dehors de mines. Lequel, par exemple, M. Samy? Agriculture, agro-pastorale. Nous sommes déjà à quel niveau aujourd'hui si le gouvernement y pense? Quel est l'échelon de la République démocratique du Congo sur lequel nous, populations, nous pouvons compter et espérer grand-chose? C'est malheureux d'évoquer ça parce que nous n'avons pas grand-chose. C'est à peine qu'on y pense. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, en RDC, d'abord, nous avons vendu tous nos minéraux. C'est dans les mains des multinationales. Okay. Maintenant, là, les terres qui nous restent, nous avons à peu près, je ne sais pas, 2 ou 3 millions de terres arabes qui doivent nous aider dans l'avenir. Mais l'Occident a déjà un plan de venir racheter toutes ces terres pour cultiver le bio. Et le bio, non pas pour nous, le bio pour exporter. Et entre-temps, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que l'État prend comme disposition pour arrêter ça. Je ne sais même pas si l'État est au courant de ça. Hein. Ils veulent venir maintenant parce que là-bas, tout ce qu'on produit maintenant, là, ce sont des histoires polluées, des trucs machin. Là, ils veulent manger bio. Eux, ils veulent manger bio et ils n'ont plus de terre saine comme chez nous. Alors, avec votre œil des techniciens, d'une personne qui a si souci de voir son pays émerger, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour que les débats sur l'après-mine soient évoqués en termes de priorité? Moi, je trouve que l'État doit organiser des journées de réflexion. En RDC, nous avons des gens très intelligents. Les gens qui Tels que vous. Pourquoi on ne vous associe pas? Merci beaucoup, madame. Il y a des gens très intelligents dans le pays, les gens qui réfléchissent. C'est à l'État d'organiser des journées de réflexion. Comment sauver, avec titre, Sauvons notre pays. Mais il semblerait que ce sont les mêmes scientifiques qui mettent notre pays à genoux. Il semblerait, je n'affirme rien, mais ça s'est dit. Il semblerait que ce sont des grands professeurs, des renoms même, qui font à ce qu'aujourd'hui la RDC soit à genoux. Bon. Est-ce qu'il faudra-t-il encore compter sur ces mêmes personnes? Bon, moi je crois que on doit les utiliser pour leur savoir et peut-être mettre des garde-fous pour que qu'ils ne puissent pas vraiment travailler en contre-courant pour la RDC. Je sais qu'il y a des choses qui se font, hein, il y a des choses qui se font dans le pays. Les Occidentaux, ils sont en train de corrompre les grandes têtes. Même les législateurs, hein, ils disent, bon, vous allez voter les lois. Même s'il faut revoir, par exemple, on doit revoir le code minier ou la constitution, tout ça. Il y a toujours des implications extérieures. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça, c'est une question, en tout cas, que je pose avec... je ne sais pas comment je vais expliquer, mais vous ne trouvez pas que la qualité de l'homme politique congolais pose aussi ou joue un rôle important? Parce qu'aujourd'hui, si par exemple vous avez un acteur politique qui ne comprend pas les choses telles que vous comprenez, les conséquences de tout ce que nous faisons aujourd'hui comme exploitation, vous pensez qu'on peut atteindre grand-chose, même si ces hommes politiques se retrouvaient pour réfléchir au développement du pays, pour réfléchir période post-mine? Je crois que cette histoire de réfléchir, il ne s'agit pas seulement des hommes politiques. Parce que les décisions se prennent là-bas. Oui, il s'agit de tout le monde, tout Congolais. On doit faire un forum où tout le monde peut se retrouver, donner aussi ses idées et sa contribution. Mais on ne doit pas seulement compter sur des politiciens. C'est vrai, nous ne sommes pas tous politiciens, mais
tout le monde a quand même quelque chose, a une pierre à ajouter à l'édifice. Mais surtout qu'on dit que la politique est dans tout, on ne peut pas l'exclure aujourd'hui. Non, on ne peut pas exclure, c'est vrai. On ne peut pas exclure. Et les entreprises minières qui œuvrent en République démocratique du Congo, pour ne pas parler seulement de la province du Lualaba, ont-elles un rôle très spécifique à jouer pour garantir l'après-mine? Les entreprises minières. Ah, les entreprises minières congolaises. Je ne sais pas combien il y en a. Hein. La plupart, je vois des petites sous-traitances à gauche, à droite, qui travaillent au bénéfice des grandes sociétés de la place. Mais des grandes entreprises comme telles, des entreprises congolaises, qui appartenant, il y en a très peu. Il y en a très peu. Mais voilà, les Congolais doivent se faire violence pour en créer, pour sauver la RDC. Et le secteur artisanal peut-il aussi apporter quelque chose pour cet après-midi? Parce que c'est ça le souci majeur. Aujourd'hui, nous sommes félicités, mais ça sera quoi notre demain? C'est ce qui est malheureux. Nous devons faire un effort parce que nous, aujourd'hui, on dit que le secteur minier ne produit pas grand-chose. Laissez-moi vous dire, madame, que nous produisons beaucoup. À raison de 30% de la production de minerais vendus à l'extérieur. Même si on dit non, 30% c'est beaucoup, ce n'est même pas 20%, ce n'est même pas 10%. Laissez-moi vous dire que nous produisons beaucoup. Et même les industries... Par jour, une moyenne de combien pour la province du Lualaba seulement? Nous, ce n'est pas la quantité, nous, c'est la qualité. Justement. Parce que les industriels, la plupart des sociétés industrielles, ils vont chercher nos produits à nous. Vous savez que beaucoup de sociétés industrielles, hein, okay. beaucoup des usines. Des usines. Des Chinois. Des transformations. Des transformations. Okay. La plupart, ce sont les produits de l'artisanat qu'ils transforment. Et des fois, les grandes sociétés vont se ravitailler pour chercher les produits de haute teneur pour enrichir leurs produits. Mais quand le produit est vendu à l'extérieur, on dit que c'est la production industrielle. Donc, nous, quelque part, on nous met toujours, on nous sous-estime pendant que nous ne sommes pas moindres. Vous êtes l'épine dorsale. Oui. Mais quand vous regardez ces citoyens congolais, est-il conscient de ce qu'il détient entre ses mains? Conscient, je ne pense peut-être pas. Parce que, laissez-moi vous dire, madame, que le Congo est l'un des pays les plus riches de la planète. Mais la population congolaise est sur la liste des peuples les plus pauvres de la planète. C'est paradoxal. Ça ne s'explique pas. Vivant avec $2 par jour. Aujourd'hui, les Blancs, ils sont en train de se moquer, mais ils ne peuvent pas nous aider à nous développer. Nous devons faire un effort pour nous développer nous-mêmes. C'est vraiment triste. C'est quoi ces efforts à fournir? Nous devons réfléchir. Nous devons vraiment réfléchir, faire face à cette situation. Aujourd'hui, les Blancs, ils dessinent hein, dans des magazines là-bas un Congolais assis sur un lingot d'or en train de quémander de l'aumône hein, aux passants. Ça, c'est une insulte, c'est humiliant. Et nous voyons ça et nous rigolons. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, vous pensez que c'est la réflexion qui doit nous sortir de la situation où nous nous retrouvons? Oui. Mais lorsque nous parlons de la réflexion, nous voyons plus les dialogues politiques et tout. Pourquoi est-ce que cela ne peut pas toucher nos cœurs, nous Congolais, pour dire, parlons dialogue économique de la République démocratique du Congo? Parce qu'on a cette habitude, quand on parle de dialogue, c'est toujours politique, c'est toujours politique. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que finalement, qu'on comprenne qu'en dehors de la politique, nous devons également nous mettre d'accord pour réfléchir les développements de la République démocratique du Congo? Je crois que c'est peut-être mettre puce à l'oreille des politiciens, leur dire en dehors de la politique, faisons autre chose. Essayons de sauver le pays, créons des forums pour réfléchir. Parce qu'il n'y a pas que politique pour développer le pays. Il y a beaucoup de facteurs. Et d'ailleurs, la politique sans moyens, elle est nulle. Nulle. Archi nulle. Alors, je crois que les autorités ou les dirigeants, au travers des émissions comme celle-ci, doivent peut-être réfléchir pour arriver à concrétiser, à voir quels sont les moyens pour sortir la RDC de ce gouffre.
Mais je sens un grand souci en vous quand vous abordez cette question. Je sens que votre cœur est en train de saigner. Vraiment. Vraiment. Alors, et surtout que je suis au bout du rouleau. Vous savez ce que c'est? Moi, j'ai même des larmes. Ça me fait mal de savoir que je suis assise sur le minerai, mais mon pays ne s'est pas décollé. Voilà. Et surtout que moi, je suis au bout du rouleau. Vous savez ce que c'est? Je suis en train de partir. Hein. Mais on n'est pas prêt aux intérêts bientôt. Déjà, nous sommes dans un deuil. Là, on ne veut pas en avoir encore. Vraiment. Mais quelles sont les démarches? Puisque vous avez ces soucis, puisque vous avez ces souhaits-là de voir la RDC vivre, jouir de sa richesse que Dieu l'a accordée, quelles sont les démarches que vous menez pour que cela soit entendu, soit discuté dans de grands salons? Pas vous, mais l'ensemble de ces personnes qui ont ces soucis. Je crois que nous allons continuer à crier. De tous ces temps, pendant 26 ans, nous avons crié comme des chiens. Personne ne nous a entendus. Pourquoi? Parce que le dirigeant, ceux-là qui ont le droit de répondre, étaient dans des caravanes. Vous savez, quand les chiens aboient, la caravane, elle fait quoi? Elle passe. Elle passe. Donc les dirigeants, ceux-là qui ont le devoir de décider, sont dans des caravanes. Et nous faisons du bruit comme des chiens. Et la caravane est en train de passer. Je crois que cette fois-ci, nous allons arrêter la caravane par d'autres moyens. Nous allons chercher d'arrêter la caravane. La technologie est très importante pour le pays. Ouais. Mais par où commencer? La technologie? Oui, par où commencer? Parce que nous sommes au point zéro. Oui, nous devons commencer par à réfléchir. C'est ça le point. Et après la réflexion? Après la réflexion, passer à l'acte. Et c'est facile. Parce qu'on a toujours l'impression que la politique tire les choses de... Oui, il faut... rien n'est facile. Pour pouvoir aboutir à un résultat meilleur, il faut bosser dur. Donc nous devons travailler, nous devons nous mettre à travailler pour sauver ce pays. Franchement, c'est une responsabilité de tout Congolais. Ce n'est pas seulement une responsabilité des politiciens ou des dirigeants, parce qu'on aime bien parler, autorité, le président de la République ou le gouverneur ne peut pas sauver à lui seul ou à elle seule la province ou le pays. C'est une responsabilité de tout Congolais. Et les honorables députés doivent jouer quel rôle dans cette lutte? Les honorables députés, ils ont la charge Je remercie l'honorable Eddy à l'Assemblée nationale. Il ne cesse en tout cas de nous accompagner. C'est ça le rôle des ED. C'est ça le rôle. En tout cas, très intéressant. Oui. Merci de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui. Madame, Messieurs, c'était l'analyse sans filtre de l'émission Politico sur les grandes actualités de la semaine. Et cette semaine a été essentiellement dominée par le mine. On se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire le vendredi.